Dossier délicat. Votre émission de faits divers, présentée par Guillaume L'Hôpital. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Dossier délicat, je vais vous raconter l'histoire de l'un des gangsters les plus connus de tous les temps. Je veux bien sûr parler de Al Capone, surnommé Scarface, qu'on pourrait traduire par le balafré. Il fit fortune dans le trafic d'alcool de contrebande durant la Prohibition dans les années 20. Son origine modeste, son ascension au sein de la mafia, sa traque par les incorruptibles au sein desquels un certain Elliot Ness, les récits de ses exploits criminels dans la presse d'avant-guerre ont largement contribué à forger le mythe de celui qui fut un temps l'ennemi public numéro 1 aux États-Unis. Alphonse Gabriel Capone est né le 17 janvier 1899 dans le quartier de Brooklyn à New York, dans une famille d'immigrants italiens. Ses parents sont originaires de Naples. Fuyant la misère de leur pays natal, ils vont, comme beaucoup de leurs compatriotes, tenter leur chance en espérant réaliser le rêve américain. Son père, Gabriele, devient d'abord caissier dans une épicerie, puis réussit à ouvrir un salon de coiffure. Sa mère, Teresa, devint couturière. Ils arrivent à New York en 1893 avec 2 enfants en bas âge et un 3e à venir. Al est le 4e d'une fratrie qui compte finalement en tout 9 frères et sœurs qui le suivront presque tous dans ses activités criminelles. La famille Capone émigre brièvement au Canada avant de revenir s'installer à New York en 1894 dans un appartement vétuste de l'arrondissement de Brooklyn. Al Capone déménage plusieurs fois avec sa famille au cours de son enfance, restant néanmoins toujours à New York. Gabriele Capone est naturalisé américain en 1906. Malgré de bons débuts scolaires dans des écoles paroissiales catholiques pour immigrés, Alphonse quitte l'école à 14 ans après avoir frappé un professeur. Sa famille ayant encore une fois déménagé, un de ses voisins, Johnny Torrio, un patron de la pègre, numéro 2 du Five Points Gang, devient son mentor. Adolescent, il effectue des petits boulots, cireur de chaussures, commis dans une confiserie ou coupeur de papier, et rejoint des petites bandes du quartier qui se livrent au vol, aux rackets et aux paris clandestins, avant de rejoindre le célèbre Five Points. Torrio part à Chicago en 1909, allant aider son oncle à développer son gang. Il laisse le Five Points dans les mains de Frankie Yale, qui engage Capone comme barman et videur dans son bar, le Harvard Inn. Au cours d'une dispute avec un client, un mafieux local, il se fait entailler au rasoir la joue gauche. Ces 3 cicatrices lui valent dès lors le surnom de Scarface. C'est à cette époque que la prohibition est instaurée aux États-Unis. À partir de 1920, il est interdit de fabriquer, de vendre et d'acheter sur le territoire fédéral toutes les boissons qui contiennent plus de 0,5% d'alcool. Les adversaires de la prohibition parlent d'une atteinte à la liberté individuelle. Ils considèrent d'ailleurs que l'excès d'alcool, non sa consommation mesurée, est néfaste. Et que cette loi vise à porter atteinte à un genre de vie qui est celui des immigrants de fraîche date, comme les Italiens ou les Irlandais. Ils estiment aussi que l'application de cette mesure est impossible. De fait, les autorités fédérales ont la plus grande peine à contrôler les entrées d'alcool étranger et à empêcher sa commercialisation clandestine à des prix très élevés. Les brasseries et les distilleries, dissimulées dans les grandes villes ou dans les campagnes, rapportent des fortunes à leurs propriétaires. Les gangsters profitent de l'aubaine pour tirer les plus gros profits d'un trafic dangereux mais prospère. Face à la loi, ils imposent leur méthode, qui repose sur la combine et la violence. Avocats soudoyés et hommes de main sont particulièrement appréciés. Le code et la mitraillette protègent les trafiquants, tandis que la guerre entre les bandes rivales fait de nombreuses victimes. Les administrations municipales, trop faibles pour combattre la gangrène, cèdent souvent au chantage. La prohibition renforce encore plus la corruption politique.
Jean Dublin écrit en 1928 dans le journal La Lumière. Il parle de Chicago comme la ville aux 30 000 bandits. Il raconte: Les policiers sont des pères de famille, des hommes qui tiennent à leur peau. Cette vague de banditisme qui déferle à Chicago n'a été possible que parce que la plupart des policiers et détectives sont bien souvent arrosés. Plusieurs fois déjà, on a eu le loisir de constater que la police était véritablement pourrie par les bandits. Le père d'Al Capone meurt le 14 novembre 1920 d'une maladie cardiaque à l'âge de 55 ans. Torrio le contacte, lui indiquant que Chicago est un terrain quasiment libre. Il vient de prendre le contrôle de l'organisation de son oncle après l'avoir fait assassiner, et il l'invite à le rejoindre sur place. C'est là-bas que Capone, collaborant avec Torrio, commence son ascension vers les plus hautes sphères du crime organisé, dans l'un des plus fameux gangs des États-Unis, l'Outfit de Chicago. À l'arrivée d'Al Capone, l'organisation de Torrio est déjà une affaire très rentable, rapportant 10 millions de dollars par an grâce à la bière, aux jeux et à la prostitution. Le gang compte entre 700 et 800 hommes. Al Capone commence en bas de l'échelle comme rabatteur à l'entrée d'une maison close. 2 ans plus tard, en 1922, ayant montré ses bonnes dispositions, il devient le bras droit de Torrio. En 1925, Torrio est grièvement blessé au cours d'une fusillade et décide de prendre sa retraite en Italie, abandonnant définitivement les commandes à Capone. 5 ans après l'arrivée de Scarface dans l'Outfit, commence ainsi le règne d'Al Capone sur Chicago. Le premier défi auquel il doit faire face est la prise en main de la ville de Cicero, commune limitrophe de Chicago. L'occasion se présente lors de l'élection municipale de 1924, qui oppose un démocrate et un républicain. Capone met tout le poids du syndicat dans la balance pour favoriser le républicain. 200 hommes de main sont installés autour des bureaux de vote afin de terroriser les électeurs. Le jour de l'élection, le quartier général du démocrate est mitraillé et ce dernier est contraint de fuir sous les balles. Des hommes de Capone sont postés aux abords des bureaux de vote, demandant aux électeurs « Pour qui tu vas voter ?» Si la réponse n'est pas celle attendue, il les force à changer d'avis ou les oblige à fuir sans avoir voté. La violence de ces opérations et la rumeur de la fraude remontent jusqu'au juge du comté qui déploie une force de 70 policiers en civil et en voiture banalisée, ayant ordre d'aller chercher les responsables à Cicero. La première personne qu'ils aperçoivent n'est autre que Frank Capone, le frère de Al. Ils freinent et sortent de leur véhicule. Croyant à l'attaque d'un gang rival, Frank tente de sortir son arme, mais il est littéralement coupé en deux par la décharge de plusieurs fusils. Les policiers vident leurs armes sur son cadavre et le laissent là. Frank Capone avait 29 ans. Les élections auront quand même lieu et ce sera finalement le républicain qui sera élu. Capone deviendra ainsi le véritable maître de Cicero. Il continuera à prospérer des années durant, éliminant sur son passage plusieurs adversaires. De 1925 à 1932, au plus fort de la prohibition, Capone est le patron de l'industrie du vice à Chicago. Grâce à l'exploitation des bars clandestins, de machines à sous, de maisons closes et de boîtes de nuit, le chiffre d'affaires de son gang atteint 120 millions de dollars de l'époque, l'équivalent de 1,5 milliard de dollars d'aujourd'hui. Ces méthodes d'intimidation sont telles que, faute de témoins à charge, il n'est jamais poursuivi. En 1927, la Cour suprême des États-Unis fait passer une loi autorisant le fisc à taxer les revenus de la vente illicite d'alcool au même titre que n'importe quel autre revenu. La loi devint vite une arme puissante contre les trafiquants. Ils peuvent à présent être envoyés en prison pour fraude fiscale s'ils ne déclarent pas la totalité de leurs revenus. En revanche, s'ils les déclarent, ils admettent eux-mêmes leur participation à des activités illégales. En 1929, 2 ans plus tard, Al Capone contrôle l'ensemble de la ville de Chicago, à l'exception des quartiers nord, qui sont sous la coupe du gang de North Side, désormais dirigé par Bugs Moran.
Al Capone, qui convoite le contrôle total de la ville et qui a subi plusieurs tentatives d'assassinat, met en place une opération pour éliminer Moran et les membres clés de son gang. Il quitte Chicago pour la Floride, se taillant pour sa part un alibi parfait. Pour amorcer le piège, il demande à un braqueur de cargaison de Détroit de proposer à Moran de lui vendre un camion de whisky de contrebande. Il accepte de l'acheter et demande qu'on lui amène le camion à 10h30 du matin le 14 février, jour de la Saint-Valentin. À l'heure dite, en lieu et place du camion, ce sont 3 hommes portant l'uniforme de la police de Chicago et des mitraillettes Thompson qui se présentent, accompagnés de 2 hommes en civil. Les membres du gang ne s'en inquiètent pas outre mesure, pensant à une simple descente de police. On leur ordonne de s'aligner face au mur, puis les policiers, en réalité des hommes de Capone, ouvrent le feu, les tuant tous. Les experts en balistique retrouvent par la suite entre 80 et 100 balles de calibre 45. Bugs Moran, qui n'était pas sur les lieux au moment du massacre, déclara « Seul Capone tue des gens comme cela ». Le massacre de la Saint-Valentin connaît un retentissement immédiat et démontre la violence d'Al Capone, qui, jusque-là, bénéficiait d'une bonne image. Il apparaît comme la plus grande menace pour la société et devient l'ennemi public numéro 1. Une fausse arrestation d'Al Capone est arrangée pour calmer l'opinion publique. Il est décidé de lui infliger une peine d'au moins 1 an. Capone et le chef de la police de Chicago se mettent d'accord pour une inculpation pour port d'armes illégales. Condamné à 9 mois de prison en août 1929, il fait aménager sa cellule de façon luxueuse. Moquette et meubles anciens. Il est libéré après 10 mois de prison. 1 an plus tard, en 1930, alors que l'abrogation de la prohibition se profile, un associé de Capone, Murray Humphreys, suggère une autre source de revenus. Il a remarqué que les marges sur le lait sont plus importantes que sur le whisky de contrebande et le marché plus important, puisque les enfants en consomment. Capone apprécie cette idée. Humphreys fait enlever le président du syndicat local des livreurs de lait et utilise les $50 000 de sa rançon pour monter sa propre entreprise de livraison et miner la concurrence en employant des chauffeurs non syndiqués. Les prix baissent et le gang acquiert un monopole de fait sur ce marché. À 31 ans, Capone est l'homme le plus puissant de Chicago. Grâce à ses revenus tirés des rackets et du proxénétisme, il peut corrompre les policiers, les juges et les politiciens. Mais c'est le début de la Grande Dépression des années 30. Partout dans le pays, des entreprises font faillite et des sommes folles sont englouties par la bourse qui s'effondre le 24 octobre 1929. C'est le fameux Jeudi noir. Lorsque les États-Unis éternuent, le monde entier tombe malade, disait un économiste. Les marchés financiers du monde s'effondrent à leur tour. Début 1931, alors que la crise s'aggrave, des milliers de chômeurs se retrouvent dans les rues de Chicago. Capone saisit l'occasion de combattre son image d'ennemi public numéro 1 et ouvre une soupe populaire pendant les mois d'hiver. Le jour de Thanksgiving, il donne alors à manger à plus de 5000 personnes. Ces preuves de bonne volonté contribuent à améliorer son image auprès du peuple américain. Mais tout le monde n'est pas dupe. Un petit groupe de grands patrons de Chicago, qu'on surnommera les 6 inconnus, demande au président Herbert Hoover de lutter contre le gang d'Al Capone qui nuit au développement économique de Chicago et risque de devenir de plus en plus incontrôlable. Le président Hoover, alors très critiqué à cause de la misère consécutive à la crise de 29, voit là le moyen de remonter dans l'estime de la population et demande à son secrétaire du Trésor d'arrêter Al Capone. Cependant, la dépression économique est telle que l'État fédéral n'a plus les moyens de mettre des milliers d'enquêteurs sur le dossier. On confiera alors l'affaire à Eliot Ness. Eliot Ness est un homme de 29 ans, séduisant, athlétique, intelligent et réputé honnête. On lui demande de monter une équipe du bureau de la prohibition constituée d'une dizaine d'agents réputés incorruptibles.
Ils devront mener des actions afin de désorganiser les activités économiques d'Al Capone, détruire ses brasseries clandestines et réunir des preuves pour le faire condamner lors d'un procès. Une tentative de corruption d'Eliot Ness est effectuée. On lui propose $2000 sur son bureau toutes les semaines, l'équivalent de plusieurs mois de salaire, pour ne plus détruire les brasseries. Il refuse l'offre et contacte les journaux pour affirmer que ni lui ni ses agents ne se laisseront acheter. La presse les présente comme les sauveurs de Chicago et les surnomme officiellement les incorruptibles. L'opinion publique se retourne. Il y a enfin quelqu'un de courageux qui fait face à Al Capone. Outre Eliot Ness et ses incorruptibles, une autre action beaucoup plus clandestine est confiée à l'agent spécial Frank Wilson du service d'enquête du fisc américain, qui est doté d'un budget de $75 000 pour constituer un dossier de preuves qui permettront de faire condamner Al Capone. Wilson doit prouver que Capone n'a jamais payé d'impôts sur ses activités. À l'issue de son enquête de 3 ans, il rédige un rapport de 61 pages pour ses supérieurs dans lesquels il écrit « Les revenus du contribuable provenaient du jeu, de la prostitution et de la contrebande d'alcool. Le prévenu n'avait aucun compte bancaire, n'achetait aucune propriété en son nom propre et, à l'exception de transferts d'argent par la Western Union et de quelques chèques occasionnels, traitait toutes ses affaires en espèces. » Wilson doit recenser tous les revenus en épluchant les livres de comptes saisis lors des perquisitions dans les établissements d'Al Capone et prouver qu'une partie de l'argent va directement dans ses poches. Il est l'un des hommes les plus riches d'Amérique, bien que, sur le papier, il ne dispose d'aucun revenu. Tous les témoins importants sont soit hostiles, soit effrayés par les menaces ou la crainte de représailles. En 1930, Wilson retrouve par hasard des documents oubliés, issus d'une perquisition réalisée en 1926 dans un tripot. Une écriture sur un livre de compte indique « Frank a payé $17 500 pour Al ». Dès lors, il faut retrouver le comptable et obtenir son témoignage que le « Al » indiqué dans l'écriture est bien Al Capone. Le comptable présumé est identifié par l'analyse graphologique des employés d'Al Capone et retrouvé le 18 février 1931, après 4 mois de recherche. Comprenant qu'il sera arrêté pour des raisons fiscales, Capone a missionné un avocat depuis plus de 2 ans pour négocier, mais le fisc reste ferme et lui demande de payer la totalité des sommes dues. Capone refuse. 4 mois plus tard, le 5 juin 1931, il est inculpé pour fraude fiscale. Il doit répondre de 21 chefs d'accusation et d'infraction aux lois sur la prohibition. Capone commet alors une énorme erreur. Alors qu'il dispose d'un avocat fiscaliste, mais dont il trouve les honoraires trop élevés, il le remplace par 2 avocats qu'il connaît bien, mais qui ne sont pas habitués aux procédures fiscales. Les avocats, qui espèrent tirer d'affaire leurs clients grâce au paiement d'une partie ou de la totalité des sommes dues, plaident coupables, pensant qu'il s'en tirera facilement. Mais le juge rejette la requête des avocats, cette procédure étant, selon lui, impossible dans un tribunal fédéral. Les avocats changent une première fois de stratégie et Al Capone plaide coupable en échange d'une peine de 30 mois de prison. Le procès de l'ennemi public numéro 1 débute le 6 octobre 1931 et des milliers de personnes viennent au tribunal pour y assister. Une seconde stratégie est opérée. Al Capone plaide finalement non coupable. Le juge soupçonne une tentative de subornation du jury et décide au dernier moment de l'échanger avec celui d'une autre affaire. Frank Wilson s'efforce de montrer que le train de vie de l'accusé ne correspond pas à ses revenus. Il craint que les avocats de la défense demandent et obtiennent que la pièce principale du dossier d'accusation, le livre de compte, soit déclarée irrecevable à cause du délai de prescription, car les impôts concernés auraient dû être payés en 1924, soit 7 ans auparavant. Mais les avocats qu'Al Capone a choisis ignorent ce délai de prescription. Scarface rate ainsi sa seule chance d'échapper à une condamnation.
Le 17 octobre 1931, le jury déclare Al Capone coupable sur 5 chefs d'accusation à partir du dossier de Frank Wilson. Le 24 octobre 1931, le juge Wilkerson le condamne à 17 années de prison dont 11 ans ferme. La libération sous caution est refusée et Al Capone est d'abord transféré à la prison du comté de Cook. Puis, une fois son appel rejeté, il est transféré à la prison d'État d'Atlanta, d'où il continue à gérer ses affaires. Il sera alors placé en détention le 19 août 1934 à la prison d'Alcatraz. Surveillé plus durement, il n'aura plus de moyens d'action sur l'extérieur. Le 23 juin 1936, 2 ans après son arrivée, alors que Capone travaille à la buanderie du pénitencier, un autre détenu tente de l'assassiner, car il lui reproche de ne pas participer à une grève. Il lui plante une paire de ciseaux dans le dos, mais ce dernier se défend et jette l'assaillant contre le mur. Capone est ensuite emmené à l'infirmerie. C'est à cette occasion que l'on se rendra compte qu'il est atteint de syphilis, une maladie contractée durant sa jeunesse. Son état s'aggrave en détention, la maladie détériore sa santé physique et mentale. 3 ans plus tard, les médecins décident de le transférer, la vie sur Alcatraz étant trop dure pour son état. Il est envoyé le 6 janvier 1939 près de Los Angeles. Le 16 novembre 1939, il est libéré sous certaines conditions. Il est assigné à résidence. Il restera cloîtré chez lui pendant 8 ans. Le 21 janvier 1947, dans sa propriété à Miami Beach, Al Capone est victime d'une apoplexie qui lui fait perdre connaissance. 3 jours plus tard, dans le coma, il contracte une pneumonie. Il meurt le lendemain, le 25 janvier 1947, d'un arrêt cardiaque. Al Capone est d'abord inhumé à Chicago, auprès de son père Gabriele et de son frère Frank. Mais en mars 1950, ses cendres sont transférées au cimetière Mount Carmel, près de Chicago, où reposent de nombreux gangsters. Frank Wilson, dont l'enquête a fait tomber Al Capone, n'attirera jamais l'attention des médias, tandis qu'Eliot Ness, qui n'a pas été appelé à témoigner lors du procès, passera à la postérité et sera présenté par le cinéma hollywoodien comme le tombeur d'Al Capone. Eliot Ness deviendra directeur de la sécurité publique de Cleveland à la fin de la Prohibition, en 1935, puis travaillera pour le gouvernement fédéral à Washington. Il démissionnera en 1944 pour fonder une société de sécurité dans l'Ohio. Frank Wilson deviendra de 1937 à 1946 le directeur des services secrets et donc responsable de la sécurité des présidents Franklin Roosevelt et Harry Truman. Je me suis servi de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France, ainsi que d'Internet pour écrire ce récit. J'espère qu'il vous aura plu, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain.